Eh bien, bonjour à tous. Vous êtes nombreux, c'est très bien. Alors, je me présente, je suis Yves Dutour. Je suis paléontologue au Muséum d'histoire naturelle d'Aix-en-Provence. Et je vais aujourd'hui vous présenter les dinosaures. Alors, vous connaissez certainement des tas de dinosaures, parce que des dinosaures, on en voit à la télé, il y a des tas de reportages sur les dinosaures. Mais la plupart du temps, les dinosaures que vous connaissez sont des dinosaures qu'on va chercher à l'autre bout du monde, la plupart du temps aux États-Unis ou en Mongolie. Moi, je vais vous parler plus précisément des dinosaures qu'on trouve en Provence. Donc, ma présentation va se faire en trois parties. D'abord, quelques idées reçues sur les dinosaures. Justement, tout ce qu'on peut imaginer du métier de paléontologue et des dinosaures à travers les films et les reportages qu'on peut voir. Ensuite, je vais vous présenter le métier de paléontologue tel que moi je le vis au quotidien, au Muséum à Aix. Et puis enfin, une fois qu'on aura fait cette démarche du travail de chercheur, on va arriver à la conclusion, c'est-à-dire quels sont les dinosaures qu'on peut trouver dans la région et en Provence. Donc ça va durer à peu près 1 heure, et puis après, vous aurez le loisir de poser toutes les questions que vous voulez. Donc je vais commencer par quelques idées reçues sur les dinosaures. Alors les dinosaures, c'est des animaux qui étaient énormes, souvent terribles. Donc on se dit, des bestioles comme ça, c'est impossible d'en trouver chez nous. Donc la plupart du temps, celles qu'on voit dans tous les films viennent du Canada, d'Amérique du Nord, de Mongolie, du désert de Gobi. Mais on a dans des collections en France cet os-là, qui a été trouvé dans un endroit très exotique. Vous reconnaissez la montagne? C'est le Mont Ventoux. C'est très loin. Il faut aller très loin pour le voir. Et on imagine aussi toujours que les dinosaures, avant Jurassic Park, c'est tout juste si on les connaissait. Donc c'est quelque chose, un engouement qui est récent. Si je regarde l'étiquette de ce fossile, je lis « Ossement d'un saurien gigantesque », recueilli dans les grès-verts de Bédouin au pied du Mont Ventoux en 1841. Alors, il ne parle pas de dinosaures, il parle de saurien gigantesque. Tout simplement parce que le mot dinosaure n'existe pas encore. Le mot dinosaure est inventé l'année suivante, en 1842, par un Anglais, Richard Owen. Donc vous voyez, quand on se dit les dinosaures, il faut aller à l'autre bout du monde, on ne peut pas trouver ça chez nous, et puis c'est très récent, eh ben, dans le Vaucluse, en 1841, on en trouve donc dans le Vaucluse. Donc le mot dinosaure n'existe pas encore, qu'on en trouve déjà. La même année, on en trouve dans le Var, à Fox-en-Fuchs. Pareil, c'est décrit ossement de lézards géants, parce que le mot dinosaure n'existe pas encore. Donc première idée reçue, il faut aller loin, et c'est récent. Ben non, on en connaît en Provence depuis très longtemps. Autre idée reçue, souvent dans les films, on a l'impression que pour aller chercher un os de dinosaure, il faut aller dans le désert, c'est très facile. On gare sa Jeep quand on voit quelques os qui dépassent, on sort son pinceau, et quelques heures après, on peut sortir notre dinosaure presque complet. Moi, ça fait 17 ans que je fouille à Aix-en-Provence sur les dinosaures. Donc ça, c'est une fouille réalisée à Aix-en-Provence. Donc vous connaissez le caractère assez désertique et chaud, sauf que là, si je mets la photo en complète, ça, ce sont des fouilles que nous avons réalisées en 2004 en plein centre-ville d'Aix-en-Provence. Là, maintenant, à cet endroit-là, il y a un bâtiment, c'est le Grand Théâtre de Provence, qui a été construit depuis 2004. Donc là, sur cet emplacement, on a plus de 400 œufs de dinosaures, et en 2000, on était juste de l'autre côté de la route, où maintenant, il y a un Monoprix. Et là, c'est plus de 500 œufs qu'on avait trouvés. Certains, notamment des œufs qu'on a trouvés dans le Monoprix, sont présents dans l'exposition. Donc, quand on imagine qu'il faut aller dans le désert, nous, le désert, c'est le centre-ville. Autre aspect très désertique, donc là, effectivement, on a l'air sur un site qui est très grand. En fait, il est très grand, mais très étroit, puisqu'on a une bande de 4 mètres pour fouiller entre la glissière de sécurité et le grillage de l'autoroute. Là, on est le long de l'autoroute A8, entre Aix-en-Provence et Saint-Maximin. Et à l'occasion de travaux d'élargissement, la société d'autoroute Escota
donc a demandé conseil au muséum et nous a financé d'abord toute l'année 2006 de fouilles. Ensuite, comme on avait notamment ce gisement-là qui était très important d'un point de vue scientifique, on a demandé à y retourner. Et on y est retourné en 2007 et en 2011. Donc, sur le bord de l'autoroute A8, mais j'y reviendrai parce que beaucoup de fossiles que je vais présenter proviennent de ce gisement-là, fait partie maintenant des gisements principaux à dinosaures en France. Donc, vous voyez, le côté désertique est tranquille. Là, on en est loin. Autre idée reçue, on a toujours l'image du paléontologue qui se balade avec son pinceau et qui va dégager tranquillement, patiemment, parce que c'est très fragile un os, l'os de sa gangue. On y va aussi, nous aussi, patiemment, mais on a des pinceaux un peu plus brutaux. On a un pinceau à un poil qui s'appelle un brise-roche, et puis on a un pinceau à 5 poils, ça s'appelle une pelle mécanique de 30 tonnes. Alors ça fait un peu violent, mais on n'est pas dans le désert. Nous, le caillou, il est très dur. Et si on n'y va pas avec ces engins-là, c'est impossible de sortir un fossile. Donc ça fait violent, mais c'est la seule solution. Puis la colle a été inventée et les paléontologues savent très bien l'utiliser. Alors maintenant qu'on a vu un peu les idées reçues, je vais vous présenter le métier du paléontologue. Alors le premier outil du paléontologue, ce sont ses yeux. On ne s'amuse pas à passer notre temps sur le terrain à casser du caillou. Avant de casser du caillou, on va regarder si ça vaut la peine d'aller casser du caillou à cet endroit-là. Donc c'est ce qu'on appelle la prospection. C'est-à-dire on se balade à pied dans des endroits où on suppose qu'on peut trouver du dinosaure, parce que c'est les bons terrains. C'est des terrains qui ont l'âge des dinosaures. Si on veut trouver du dinosaure, il faut chercher dans un terrain qui a le même âge que les dinosaures. Si on cherche plus vieux, on est sûr de ne pas en trouver. Donc on va chercher des terrains qui ont l'âge des dinosaures, et puis on va se balader. Et voilà ce qu'on trouve quand on se balade. Il y a beaucoup d'escargots, il y a beaucoup de graviers, il y a beaucoup de brindilles, mais là au milieu, il y a une coquille d'œuf de dinosaure. Bon, je vous aide un peu. Elle est là. C'est là où joue toute l'expérience du paléontologue. Parce que si je vous amène sur le terrain, je vous mets au défi de la trouver. Si je vous montre à quoi ça ressemble, et je vous dis, là, une coquille, ça ressemble à ça, vous la touchez, vous la manipulez, maintenant vous savez à quoi ça ressemble, je vous amène sur le terrain, vous avez déjà des chances de la trouver. Donc l'expérience du paléontologue, là où il a le plus de chances de trouver, c'est qu'au plus il a vu de fossiles, des formes différentes, au plus il a des chances de les retrouver sur le terrain. Donc la prospection, il vaut mieux avoir déjà un peu l'habitude de chercher et de savoir à quoi ressemble ce qu'on cherche, c'est-à-dire un os, un fragment d'os, une dent ou alors une coquille d'œuf. Mais ça prend très vite. Quelques stages sur le terrain et on s'y fait très vite. Donc une fois qu'on a repéré un site, parce qu'on a trouvé des indices, des fragments de coquilles, des fragments d'os, des dents, on y va. Donc si on peut avoir les moyens, c'est mieux d'utiliser un gros engin qui nous permet déjà de décaper toute la terre végétale, tout la roche qui est altérée. Donc ensuite, on l'attaque au brise-roche, donc c'est un gros marteau-piqueur, et on casse des gros blocs. Si on ne trouve rien, on va casser un peu plus loin. Les gros blocs, on les recasse à la main, la massette, la masse, la baramine, parce qu'il ne faut pas imaginer qu'un dinosaure, c'est tout de suite un gros os. Il y a beaucoup d'os qui ont cette taille-là, donc si on se contente de casser des blocs assez gros, il peut encore avoir un os à l'intérieur. Donc on recasse à la main tous les os, jusqu'à ce qu'enfin on trouve quelque chose. Donc quand on commence à voir apparaître l'os, il est là, ici, là. L'os, on le reconnaît à son aspect. Donc là, il se trouve que la couleur peut jouer un peu, parce que les os sont un peu couleur rosée, parce qu'ils contiennent un peu du fer. Mais c'est la texture. La roche, c'est du grès, donc c'est du sable.
consolidé, cimenté. Et l'os, on va reconnaître le côté spongieux de l'os, le côté fibreux. Des fois, ça ressemble à du bois quand il est altéré. Donc, dès l'instant qu'on va repérer de l'os, donc là, on va arrêter l'appel mécanique, on va y aller un peu plus tranquillement. Dans un premier temps, on y dépose de la colle, un consolidant, parce que là, sous l'effet du choc, l'os il s'est fragmenté. Donc là, en mettant de la colle, même si les morceaux ne sont pas collés au bon endroit, au moins on est sûr de récupérer tous les morceaux. Donc là, on met un premier coup de consolidant. Ensuite, on va essayer de voir la taille de l'os. Mais tout le problème sur le terrain, c'est d'arriver à savoir avoir la taille de l'os sans aller directement jusqu'à l'os. Je m'explique. L'os est fossile, c'est du caillou, et la plupart du temps, le rocher qui est autour du fossile est beaucoup plus solide que le fossile lui-même. Donc sur le terrain, si vous enlevez tout ce qu'il y a autour, votre fossile, il se casse. Donc le jeu, c'est d'essayer de laisser le maximum, d'enlever le maximum de rochers pour alléger le bloc, pour qu'il puisse être transportable, tout en laissant suffisamment pour que l'os ne se casse pas. Donc là, on y va au marteau-piqueur, on fait une grande tranchée tout autour. Quand on se rapproche de l'os, on y va à la main, avec des marteaux et des burins. Ensuite, une fois qu'on a bien vu la position de l'os, on le photographie. On lui donne un petit numéro de terrain qu'on reporte sur un cahier, on le prend en photo. On le positionne dans la coupe. Et on lui donne des coordonnées dans l'espace. Donc on le positionne sur un plan. De façon à ensuite pouvoir le redessiner plus tard au laboratoire. Une fois que toutes ces mesures sont faites, on va le plâtrer. Donc on va d'abord repositionner sur l'os lui-même du papier mouillé. Ensuite, on va découper des bandes de toile de jute qu'on va tremper dans le plâtre. Et ensuite, on va fabriquer une coque en plâtre autour de l'os de façon à le protéger pour pouvoir le transporter. Sur le terrain, on ne dégage pas des os. Sur le terrain, on se contente de les repérer et de les emballer de façon à pouvoir les sortir et les ramener au laboratoire dans les meilleures conditions. Donc la coque en plâtre, c'est exactement comme quand on se casse un bras. Ça va maintenir les os en place et on peut les transporter sans risquer d'en perdre. Une fois que le plâtre est sec, donc la coque est bien rigide, on décolle le bloc, on le retourne pour voir si on ne laisse rien sur le terrain. On le charge dans la voiture, des fois c'est pas sans mal, et on le ramène au laboratoire. Alors au laboratoire, on va utiliser des outils plus petits. Sur le terrain, c'était des moyens lourds, marteau-piqueur, masse, massette. Quand on arrive au laboratoire, on a des marteaux beaucoup plus petits, des pointes plus petites, de plus en plus petites au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'os, et on finit avec ce qu'on appelle des micro-burins, c'est-à-dire c'est comme un marteau-piqueur, mais de la taille d'un stylo. Donc il y a de l'air comprimé qui fait bouger une petite pointe. Alors ça fait un bruit de roulette de dentiste. Quand on commence, c'est pas très agréable, mais après on s'y habitue vite. Et ça permet d'aller enlever la roche autour de l'os, grain par grain. On a des ateliers puzzle aussi. Parce que vous avez vu, quand on travaille avec un brise-roche ou avec un marteau-piqueur, les os se cassent. Et des fois, c'est cassé en très petits morceaux. Donc on passe des heures et des heures à reconstituer certains fossiles. Ensuite, on va traiter sur l'ordinateur toutes les données qu'on a récupérées sur le terrain, c'est-à-dire quand on a positionné nos os dans le plan. On refotographie tous les os une fois dégagés, on les repositionne exactement tels qu'on les a trouvés sur le terrain. Là, ce sont les os du rhabdodon dont vous avez le moulage dans l'exposition. Vous avez le moulage du sol de fouille pris tel qu'on l'a trouvé sur le terrain. Ensuite, on a dégagé les os les uns après les autres. On les a tous photographiés et on les a repositionnés exactement tels qu'ils étaient sur le terrain. L'environnement, au moment où les dinosaures vivaient dans la région d'Aix, c'était ça. C'est-à-dire qu'on avait un grand fleuve. Et ce fleuve s'étalait, il divaguait, donc on avait différents bras avec des espèces de plages.
Et en fait, nous, ce qu'on va retrouver fossilisé, la roche dans lesquelles on va trouver les os, ce sont en fait l'endroit où passe le fleuve qui va apporter du sable, qui va déposer du sable. Et nous, les ossements, ce sont des dinosaures ou d'autres animaux, parce qu'il n'y a pas que les dinosaures, qui vivent au bord du fleuve et qui meurent dans le fleuve. Donc certains sont transportés, d'autres sont enterrés sur place, ils sont recouverts de sable et ils peuvent se fossiliser. Nous, c'est ce qu'on retrouve. Quand on arrive, on a un gros banc épais, celui-là fait presque 2 mètres d'épaisseur, de ce sable qui s'est cimenté. Quand on le regarde dans le détail, on se rend compte que ce sable présente différentes couches. Donc on relève, on les dessine, toutes ces couches, c'est ce qu'on appelle un relevé stratigraphique, pour pouvoir voir vraiment tous les niveaux. Et après, quand on étudie, on se rend compte que ce n'est pas simplement une seule couche, mais que cette couche est constituée de tas de petites couches qui se succèdent. Voilà comment ça se présente. Ça, c'est très important, parce que quand on va trouver un os dans cette couche-là, il n'aura rien à voir avec celui qu'on trouve dans cette couche-là, puisque il pourra se passer des fois plusieurs milliers d'années entre cette couche-là et cette couche-là. Par contre, un os qu'on va trouver là, c'est déposé quasiment en même temps qu'un os qu'on trouve ici. Donc, faire ce relevé, c'est très important pour savoir quel os on peut comparer avec quel os. C'est-à-dire que si je trouve une vertèbre d'un titanosaure ici, avec une autre vertèbre d'un titanosaure là, je sais que ce n'est pas le même dinosaure. Par contre, si dans cette couche-là, je trouve 3 ou 4 vertèbres de titanosaures qui ont à peu près la même taille, il y a de fortes chances pour que ce soit le même individu. Donc relever les couches comme ça, c'est très important pour ensuite expliquer et déterminer nos os. Donc ensuite, on positionne tous les os. Tous les points rouges, c'est à chaque fois qu'on a trouvé un fossile. Et après, on étudie couche par couche ce qu'on trouve. Donc on peut trouver des crocodiles, des tortues et toutes sortes de dinosaures. Donc là, je vais passer vite parce qu'on a fait pour chaque banc le contenu, les différents dinosaures ou autres animaux qu'on peut trouver dedans. Des tortues, du crocodile. On a dans certains niveaux où là, on a des morceaux de colonne vertébrale avec des os qui sont associés. Donc là, on sait qu'on a un seul individu. Donc ça, c'est très important pour nous. Parce qu'on peut comparer les os, la taille. On peut comparer la taille d'une jambe avec la taille d'un bras. On peut comparer la taille des vertèbres cervicales avec les vertèbres dorsales. Donc c'est très important pour nous de savoir que ces os proviennent de la même couche. Voilà un autre dinosaure, un peu plus grand celui-là. Alors, je vais revenir sur les méthodes. On imagine toujours aussi les dinosaures que c'est des os très gros. Mais on a des dents de dinosaures adultes, dont les dents font un demi-centimètre. Donc si je me contente de simplement les chercher à l'œil, il y a peu de chances que je les trouve. Donc quand on a dans certains niveaux où les fossiles sont contenus dans des roches tendres, comme de l'argile, on va les tamiser, c'est-à-dire les passer à l'eau, sur des grilles, de façon à récupérer tous les petits grains. Ensuite, on fait sécher tous ces petits grains, et ensuite on passe un grain après l'autre, avec une pince à épiler, et là on ramasse un fragment de coquille d'œuf de dinosaure. On a pu trouver comme ça aussi des dents d'autres petits animaux. Ça, c'est vraiment des petits animaux. Voilà la taille des dents. Et ça, nous, on en cherche, parce que ça, c'est important pour nous. Même si ce n'est pas du dinosaure, ça, c'est des petits lézards, mais ça nous donne une information sur l'environnement dans lequel vivaient les dinosaures. Donc, il faut voir que nous, on travaille à toutes les échelles. Parce qu'on peut trouver un os de 1,50 m comme celui qui est exposé là-bas, avec des petites dents qui font même pas 1 mm. Voilà un os tel qu'on le voit sur le terrain, après passage du brise-roche. Voilà une fois qu'on l'a, après quelques jours de travail au laboratoire. Ça, c'est un autre os. Donc il faut quand même un gros travail de reconstitution au laboratoire. Ça, c'est un tout petit crâne de tortue, qui est très bien sorti.
Alors des fois, ça prend beaucoup de temps. Là, c'était sur un gisement où vous voyez, on voit des herbes là. En fait, l'os, on l'a trouvé juste sous la surface. Il y avait juste la couche de terre végétale. Donc l'os a été complètement traversé par les racines des arbustes et des herbes. Du coup, il était vraiment en pièces détachées complet. Mais là, pour le coup, c'est pas nous qui l'avons cassé, c'est la végétation. Où on s'est retrouvé avec un puzzle de plusieurs centaines de pièces, où le morceau le plus gros faisait à peu près cette taille-là. Et au final, on a un os d'1,30 m. Donc ça nous a pris quand même beaucoup de temps pour le reconstituer. Ce que vous avez là, ça n'est pas un fragment de mosaïque romaine. Après reconstitution, c'est une carapace de tortue. Donc, entre ce qu'on voit sur le terrain et ce qu'on dégage ensuite, il y a beaucoup de travail. Souvent, on dit qu'une semaine de terrain, il y en a au moins pour 1 mois de travail en laboratoire. Il y a certains, dans l'exposition, il y a 2 vertèbres de titanosaures qui sont soudées entre elles. On a pris le bloc, il était gros comme ça. Ces 2 vertèbres, c'est plus d'1 mois de travail, simplement pour ce fossile-là. Donc ça prend beaucoup de temps. Alors maintenant, on va voir ces dinosaures qui peuplaient la Provence. Donc là, on est entre 65 et 80 millions d'années. Alors le plus gros d'abord, le titanosaure, qui est un cousin du célèbre Diplodocus, mais en plus petit. Donc le titanosaure, on a retrouvé des dents. Alors les dents ne sont pas grandes. Hein. Elles font aux alentours de 2 cm. Elles sont très droites. Dans la bouche, elles étaient disposées comme les dents d'un râteau. Donc ce dinosaure-là pouvait ratisser les branches pour récupérer les feuilles. En fait, il ratissait les feuilles et il se nourrissait de feuilles. On a trouvé beaucoup de coquilles d'œufs, des œufs. Ça, c'est ceux qui sont exposés d'ailleurs. Des fémurs. Donc on en a 2 d'1,50 m comme celui qui est exposé. Celui-là fait 1,30 m. Puis après, on en a d'autres un peu plus petits qui font à peu près 80 cm. Humérus. Des vertèbres du cou, du dos, de la queue. Donc on a un peu de tout sur les titanosaures. Alors ils sont moins grands que ceux qu'on peut trouver à l'autre bout du monde. Les titanosaures, donc c'est la famille des sauropodes, ça peut aux États-Unis ou en Mongolie atteindre facilement 30 mètres. Bon, chez nous, les plus grands, c'est 15-18 mètres. Et on en a aussi, en fait, on a 2 tailles de titanosaures chez nous, on se rend compte, après toutes ces fouilles, c'est qu'on a une population qui fait 8-10 mètres, et puis une population qui fait 15-18 mètres. Donc on a en même temps, on a deux espèces de titanosaures de tailles différentes. Alors ils sont plus petits chez nous qu'en Amérique, tout simplement parce qu'à l'époque, les États-Unis, enfin l'Amérique c'était déjà un grand continent, donc ils avaient beaucoup de ressources alimentaires, alors qu'à l'époque, en Provence, c'était des îles. Donc une île, ça veut dire des ressources limitées. Si on a mangé tout ce qu'il y a sur l'île, on ne peut pas aller ailleurs pour se nourrir, alors que sur un continent, il suffit de changer de région. Donc nous, nos dinosaures, ils sont adaptés à la taille de l'île. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas gigantesques. Ils sont grands parce que, quand même, 18 mètres, ça fait quand même une bonne bestiole. Mais ils sont adaptés aux ressources que peut fournir l'île. Ensuite, on a le rhabdodon. Rhabdodon, ça veut dire la dent cannelée, parce que la dent présente des cannelures. Titanosaure, ça veut dire le lézard géant. Dinosaure, en fait, ça veut dire le terrible lézard. Dino, ça veut dire terrible en grec, et zor, c'est le saurien, le lézard. Donc des rhabdodons, sur le bord de l'autoroute, on a trouvé des dents, un morceau de mâchoire, des vertèbres, péroné, des phalanges, une belle vertèbre du dos avec une belle épine. Mais surtout, là où on a beaucoup progressé sur la connaissance du rhabdodon, c'est sur un gisement qui se trouve à Vitrolles, au bord de l'étang de Berre. Alors là, on est coincé entre l'aéroport de Maridiane, la voie ferrée, l'autoroute et l'étang de Berre. Donc, point de vue désertique que je présentais au départ, on est bien calé.
En 95, on a fait une première fouille à cet endroit-là, et en 2007, on a fait une autre fouille. Alors en 95, on a trouvé un premier rhabdodon, qui était à l'époque le rhabdodon le plus grand et le plus complet trouvé en Europe. Et en 2007, on y est retourné, puisqu'on savait qu'il allait y avoir des travaux d'aménagement au bord de la voie ferrée, puisqu'ils allaient construire une halte ferroviaire à cet endroit-là. Et il restait en plein milieu du gisement cette espèce de petite colline qui avait été préservée parce qu'il y avait un ancien pylône. Donc on est allé la démonter avec la délicatesse habituelle, une pelle de 30 tonnes. Mais une fois qu'on a eu enlevé les gros bancs calcaires très solides, on a trouvé un squelette presque complet. Donc c'est celui dont vous avez le moulage qui est exposé. Voilà les os une fois dégagés. Donc c'est celui que vous avez en rouge. C'est le deuxième squelette le plus complet et le plus grand trouvé en Europe. Donc en ce moment, le Muséum d'Aix possède les deux squelettes de rhabdodon les plus complets. Jusqu'ici, on avait un problème sur le rhabdodon. Parce que dans la reconstitution qu'on fait des dinosaures, nous, la seule chose qu'on trouve, ce sont les os. Et à partir des os, on est censé reconstituer un animal complet avec les muscles, la peau et tout ça. Donc on a beaucoup d'imagination, mais on se base quand même sur certains éléments. La seule chose qu'on a à notre disposition, je vous l'ai dit, ce sont les os. Donc en fonction de la forme des os, bon, on les détermine. Reconnaître une patte arrière d'une patte avant, une vertèbre, ça on sait faire, c'est pas compliqué. Après, il faut arriver à le mettre dans sa position. Et pour savoir s'il est à quatre pattes ou s'il est sur deux pattes, ben en général, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde la proportion des jambes par rapport à la proportion des bras. Le problème avec le rhabdodon, c'est que avant qu'on trouve celui de 2007, eh ben on n'avait aucun squelette complet. Les seuls os qu'on trouvait, c'était des os isolés, tout seuls, qui n'appartenaient pas à un ou même individu. Donc si vous comparez un bras d'un petit avec une jambe d'un grand, bah, vous faites un dinosaure bancal. Donc il fallait être sûr d'avoir un seul individu. 95, l'individu le plus complet trouvé en Europe, on a une jambe complète, super, pas de bras. Donc c'est pas sur cet individu-là qu'on peut avoir la solution. 2004, génial, on a un bras, manque de chance, on n'a pas de jambe. Alors heureusement, on a des os en commun. On a le bassin, on a toute une série de vertèbres qui nous permettent de comparer la taille de ces deux dinosaures qui sont très proches. Celui de 2007, il est un tout petit poil plus petit, mais ils sont très proches. Donc on a pu maintenant comparer la taille des bras par rapport à la taille des jambes et donc essayer de trancher entre ça et ça, puisque ce sont les deux représentations du même animal. Alors en fait, ça va être un peu un mélange des deux. Parce que le rhabdodon, il va être essentiellement quadrupède, puisque lui, il a des dents qui sont très grosses. Même s'il mange des végétaux, lui il mange des végétaux très coriaces. Donc lui, il va plutôt passer son temps à brouter. Donc la plupart du temps, il est sur quatre pattes. Mais par contre, quand il fuit sur ses pattes de derrière. Donc il court. Donc c'est un dinosaure qui est à la fois quadrupède, la plupart du temps quadrupède à quatre pattes, mais qui se déplace et qui fuit sur ses deux pattes. Donc en fait, la reconstitution, au final, d'après ce qu'on en sait maintenant, ça va être entre les deux. Alors comme on était les heureux possesseurs des deux squelettes les plus complets, on s'est dit, nous on peut reconstituer un squelette entier. Même s'il nous manque quelques os, ensuite on va reconstituer ce qui nous manque. L'inconvénient, c'est que les os de ces rhabdodons trouvés à Vitrolles étaient très déformés. C'était vraiment, certains c'était des vraies crêpes, donc ils étaient trop déformés pour pouvoir reconstituer un squelette en volume, comme le spinosaure qui est exposé à l'entrée. Donc ce qu'on a fait, on a scanné les os, de façon à avoir, à partir d'un os original, une reconstitution virtuelle. Et à partir de la reconstitution virtuelle, on l'a redressé, c'est-à-dire que les os qui étaient un peu trop aplatis, on leur a redonné un peu du volume. Et ensuite, on a imprimé ces os en plâtre, donc en volume.
Donc pour l'instant, on n'a pas encore fini l'opération, on a un peu plus de la moitié du squelette, vous voyez. Mais on a un étudiant qui vient d'être recruté, qui fait sa thèse sur les dinosaures, et qui va finir de nous scanner, de nous redresser ce rhabdodon-là. Donc vous voyez, l'échelle, la barre fait 4 mètres. Hein. Donc au total, tout déplié, il fera bien entre 5 et 6 mètres. Donc c'est quand même une bonne bestiole. Donc j'espère que dans quelques années, on pourra présenter au Muséum d'Aix ce dinosaure reconstitué, à partir des os originaux. Je viens ensuite aux carnivores. Alors, jusqu'à ce qu'on fouille sur le bord de l'autoroute, on savait qu'on avait un gros carnivore, qu'on appelait Tarascosaure, qui avait été trouvé en Provence vers le Bossé, qui était connu par quelques os, mais qui était un peu plus vieux. Et nous, on trouvait toujours dans nos niveaux, enfin un peu plus vieux, il avait aux alentours de 80 millions d'années, alors que là, sur ce gisement-là, on est aux alentours de 70. Et on trouvait des dents. Mais d'après les dents, on pouvait s'arrêter qu'au niveau de la famille des Abélisauridés. Jusqu'au jour, donc là, voilà les dents qu'on pouvait trouver. On a trouvé sur le bord de l'autoroute des vertèbres, un péroné, un tibia qu'on pouvait rapporter toujours à ce gros carnivore. Et puis, plusieurs années après la fouille, parce que ça prend du temps, quand on a fouillé pendant un an, on a encore des blocs à dégager qu'on a fouillés en 2006. Et en 2009, on a pris un bloc dans lequel on pensait avoir une vertèbre, et quand on a dégagé la vertèbre en question, on s'est rendu compte que ça ne ressemblait pas du tout à une vertèbre. Donc là, vous les voyez de dessus, de dessous, de derrière, sur le côté. Alors de dessus, en fait, ça représente ça, c'est-à-dire l'arrière du crâne. Vu de dessous, ben voilà. Vu de derrière, c'est ça. Et vu de côté, c'est ça. Donc en fait, on a l'arrière du crâne d'un gros dinosaure carnivore. Alors c'est vrai que par rapport au crâne, ça paraît pas grand-chose. Mais c'est là que tout se passe, parce que le cerveau, il est contenu là-dedans. Tout le reste, c'est du trou, enfin c'est des trous, là où viennent s'insérer les muscles de l'animal, les muscles surtout de la mâchoire. Donc le plus important, si on avait un os à trouver sur tout ce crâne, c'est celui qu'on a trouvé. Parce que le cerveau, il est là-dedans. D'ailleurs, comme c'était bien conservé, on s'est dit, on va voir. Alors, on ne va pas trouver le cerveau, parce que ça fait longtemps qu'il n'existe plus, puisque les parties molles ne se conservent pas, mais on va voir si on peut trouver l'empreinte du cerveau. Donc, on a pris notre os sous le bras, on a pris rendez-vous avec l'hôpital Nord à Marseille, et puis on est allé lui faire passer une IRM, un scanner. Et au scanner, eh ben, on a eu notre os découpé en petites tranches, et on peut voir là l'empreinte du cerveau, l'emplacement du cerveau. Là, c'est le trou de la moelle épinière, donc à partir de là, par toute la colonne vertébrale, et notre cerveau prend toute cette forme, et tout ça, là, ce sont les bulbes olfactifs, c'est-à-dire l'endroit du cerveau où est traitée l'information de l'odorat. Donc des fois, on nous pose la question, mais comment vous savez que ces dinosaures-là, ils ont un très bon odorat? Ben, c'est ça qui nous le dit. Nous, on n'y était pas à cette époque-là. Donc on va chercher dans les fossiles les informations qui vont pouvoir nous donner une indication sur le comportement du dinosaure. Si on a un dinosaure où on voit dans l'empreinte du cerveau qu'il a des gros bulbes olfactifs, ça veut dire en gros, il sent très bien, il a un très très bon odorat, on le sait. C'est le fossile lui-même qui nous le dit. Ce n'est pas une interprétation, c'est le fossile qui nous donne cette information-là. Alors, en paléontologie, on a toujours la réputation, à partir d'un os, on obtient ça. Effectivement, on y arrive. Alors ça, c'est lui. Hein. Alors, il n'a pas encore de nom officiel, parce que la publication scientifique n'est pas encore sortie, parce qu'il va avoir un nom de genre, un nom d'espèce officiel. Pour l'instant, on l'appelle Arco, c'est son surnom. Celui-là, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il est passé dans le Sciences et Avenir du mois de novembre de 2012. C'est le nôtre, c'est celui qu'on a trouvé sur le bord de l'autoroute. Alors comment, à partir de ça, on arrive à ça?
Alors qu'on a trouvé simplement à l'arrière du crâne quelques dents, un morceau de patte et 3 vertèbres. Ça fait pas beaucoup de choses pour reconstituer ça. Sauf que quand on regarde ce fossile-là, on peut le comparer avec un autre dinosaure qui a été trouvé à Madagascar et qui est très très proche. C'est vraiment un cousin très proche. Et lui, à Madagascar, on a trouvé des squelettes beaucoup plus complets. Donc à Madagascar, on peut reconstituer ça parce qu'on a les squelettes qui le permettent. Nous, on a un os qui nous dit ils sont très très proches. C'est des cousins vraiment très proches. Mais il a des différences parce que là, cet os-là, les orbites sont là. Hein. Donc cet os-là est très très gros par rapport à celui qu'on trouve à Madagascar. Donc on prend celui de Madagascar et on lui rajoute des gros bourrelets autour des yeux et a priori, c'est celui qu'on a chez nous. Voilà comment on fait. Alors, j'espère que la prochaine fois qu'on fait des fouilles, on trouvera d'autres éléments du crâne ou du squelette qui nous permettront, j'espère qu'on en trouvera plusieurs, qui nous permettront de compléter cette image. Mais la représentation qu'on se fait des dinosaures, il y a des choses qu'on sait, que les os nous disent, on sait qu'il a des gros bourrelets puisqu'on a l'os qui correspond à ça. Maintenant, peut-être qu'au niveau du nez, il avait une corne. On n'a pas le nez. Donc, le bout du crâne, le museau, on l'a pas. Peut-être que le jour où on trouvera l'os qui correspond, on se rendra compte qu'il avait une corne sur le nez. Pour l'instant, on ne le sait pas, donc on ne la met pas. Donc la représentation qu'on a des dinosaures évolue au cours du temps en fonction des ossements qu'on trouve. Alors on avait le gros dinosaure, carnivore, maintenant on a le petit carnivore. Donc ça c'est le Variraptor chez nous, c'est le cousin du célèbre Vélociraptor, en plus petit. Enfin, dans le film, ils ont un peu exagéré. Hein. Dans Jurassic Park, ils l'ont un peu gonflé. Mais le droméosaure, le Variraptor, il a cette taille-là, à peu près, en hauteur. Ça, c'est un petit carnivore, un chasseur, très actif. Lui, il a des petites dents qui présentent, sur le côté tranchant, des petites crénelures. Donc ça fonctionne comme un couteau à viande. C'est parfaitement adapté à découper la viande. Et c'est un dinosaure qui est un chasseur. Donc là, nous, on a trouvé fémur, on a très peu de choses, on a surtout des dents. Et vous voyez, c'est un dinosaure qui a une grosse griffe. Cette griffe, c'est son arme qui va lui permettre d'attraper et de tuer ses proies. Donc c'est un dinosaure qui est très léger, qui court très vite, qui a une grosse griffe, donc qui peut saisir ses proies, et il a des dents parfaitement adaptées à la viande. Donc, pareil, quand on nous pose la question, dans les films, quand on voit chasser un Vélociraptor, qu'est-ce qu'on en sait? On n'en sait rien. On n'a pas filmé de scène de chasse de Vélociraptor d'époque. Par contre, quand on étudie le squelette, il a des dents tranchantes, et le squelette, il est léger, on voit qu'il est rapide, il a des griffes qui sont très puissantes. On cherche dans la nature aujourd'hui les animaux qui sont équipés de la même façon. Et ce sont les félins qui ressemblent le plus. Ils ont des griffes rétractables, ils ont des dents parfaitement adaptées à la viande et ils courent très vite. Donc quand on a les reconstitutions dans les films où on voit les dinosaures qui chassent, on a regardé comment ils sont armés, comment ils sont équipés, et on a regardé aujourd'hui dans la nature les animaux qui sont équipés de la même façon. Donc dans les films sur les vélociraptors, il y a deux façons de chasser. Soit à l'affût, en solitaire, tranquille, on attend qu'il y ait une proie qui passe et on y saute dessus, comme font les tigres. Soit on s'y met à plusieurs, on entoure une proie un peu plus grosse, comme font les lions. Donc il y a plusieurs stratégies de chasse chez les félins aujourd'hui. On les fait chasser de façon différente chez les dinosaures. Donc nous, notre Variraptor, qui est un petit dinosaure, vraisemblablement, il devait chasser à plusieurs. Ensuite, autre dinosaure qu'on trouve beaucoup moins souvent, c'est l'ankylosaure, ou nodosaure. Donc c'est un dinosaure qui a des plaques sur le dos, des plaques en os pour se défendre. Alors lui, il a des dents toutes petites. Ce n'est pas des dents de petits ankylosaures, c'est ces dents qui sont comme ça, parce qu'il mangeait des petits végétaux. On a trouvé un fémur. Celle-là, on l'a trouvée il y a 15 jours. Enfin, on l'a dégagée il y a 15 jours. En fait, on l'a trouvée en 2001 sur des fouilles, mais c'était des plaques qu'on n'avait pas encore dégagées. Donc vous voyez, là, c'est la première fois que je la présente au public. C'est une vertèbre d'ankylosaure, c'est la première qu'on trouve en Provence. Donc on a très très peu de restes d'ankylosaures. Donc ça, c'était un dinosaure herbivore qui se protégeait avec cette espèce de bouclier fait de plaques en os.
Maintenant, en même temps que les dinosaures, parce qu'ils n'étaient pas tout seuls, on va voir ce qu'on pouvait trouver. Alors d'abord, on a du ptérosaure, du reptile volant. Ce ne sont pas des dinosaures. Souvent, les gens me disent « Ah, un dinosaure volant ». Non. Les dinosaures, ça vit sur la terre ferme. Ça peut marcher, ça peut courir, ça peut sauter, mais ça ne vole pas et ça ne nage pas. Quand on voit une bestiole qui vole, c'est un reptile volant, ou quand ça nage, c'est un reptile marin, mais ce sont des cousins des dinosaures. Alors les ptérosaures, on a trouvé quelques os. Ah, c'est un morceau d'os du crâne. Ça, c'est un morceau d'humérus. On les reconnaît très facilement, parce que comme il fallait qu'ils soient très légers pour voler, l'os, en fait, est très très creux. Sur un os comme ça, en fait, l'os lui-même, c'est juste cette partie-là. C'est un demi-millimètre d'épaisseur tout autour. C'est un tuyau. C'est encore plus fin qu'un tuyau d'arrosage. Tout l'os est complètement creux et l'os lui-même, c'est simplement le contour qui est extrêmement fin parce qu'ils avaient besoin d'alléger le squelette au maximum. C'est pour ça que ces ossements sont très rares parce que du coup, comme ils sont très fins, ils sont très fragiles. Donc ça, pour l'instant, on en est à la famille des asdarchidés pour ces ptérosaures. Crocodile, on a des dents, mâchoires, des plaques dermiques, donc des plaques qu'il y avait dans la peau, des vertèbres, des os longs. Donc on a différents noms de crocodiles. Je ne vous les prononce pas parce qu'ils sont souvent un peu compliqués. Mais on a au moins, on en est maintenant au moins 5 crocodiles différents à la même époque. Donc de petits crocodiles de cette taille-là jusqu'au gros crocodile qui devait faire 5-6 mètres. Des tortues, donc le crâne de tout à l'heure, avec une carapace presque complète. Une autre tortue, donc ça c'était des tortues aquatiques, donc qui vivaient soit dans le fleuve, soit dans des lacs à côté. Et on a trouvé, lors de la dernière campagne sur l'autoroute, des éléments, donc un crâne, et puis des morceaux de plaques, pardon, j'étais un peu trop vite, d'une tortue terrestre, elle, donc qui devait entière mesurer, faire à peu près cette taille-là. Donc on a à la fois des tortues terrestres et des tortues aquatiques. Ensuite, les squamates, ce sont tous les petits lézards. On a trouvé au tamisage des vertèbres de lézards, de serpents, on a trouvé des petits amphibiens, style des salamandres, des choses comme ça. Donc on a quand même toute la petite faune associée. Et dans un petit lac, enfin dans le sédiment qui est resté d'un lac, on a cherché au tamisage, on a trouvé des dents d'ibodus, ce sont des requins, des petits requins d'eau douce, des écailles de poisson et des petites dents de poisson. Donc ça, c'est des dents qui font à peu près 1 mm à 2 mm au maximum. Et enfin, on a du mammifère. Parce qu'on imagine toujours les dinosaures qui s'arrêtent il y a 65 millions d'années, et après viennent les mammifères. Non. Les mammifères sont apparus à peu près en même temps que les dinosaures, vers 240 millions d'années, mais pendant toute la période des dinosaures, les mammifères, ils ont été tout petits. Et ils ont attendu que les dinosaures disparaissent pour pouvoir grandir. Si les dinosaures étaient encore là, nous, on ne serait pas là. On serait toujours tout petits. Alors quand je dis petit, on a trouvé une mâchoire sur le bord de l'autoroute. Voilà la taille, c'est-à-dire que chaque carreau fait 1 cm. Donc la mâchoire en question fait 12 mm. C'est la mieux conservée d'Europe pour cette période-là. Donc c'est vraiment tout petit, mais c'est la mâchoire la mieux conservée d'Europe. Donc ça aussi, ça fait l'objet d'une publication scientifique, puisque ça va être un nouveau genre, une nouvelle espèce de mammifères, de la famille des Elestidés. Donc voilà, ça c'est une partie de l'équipe. Je voulais, par cette présentation, vous montrer d'abord que les dinosaures et le métier du paléontologue, c'est pas toujours ce qu'on voit dans les films. C'est pas toujours aussi facile. Et puis, toute la démarche scientifique, le terrain, c'est pas le tout d'étudier des os, mais il faut aller les chercher, il faut les trouver. Puis une fois qu'on les a trouvés, il faut les interpréter. Et comment le travail de recherche nous permet de reconstituer un dinosaure. Et là, je vous ai présenté ceux qu'on trouve chez nous. Moi, c'est ceux que je connais le mieux, parce que tous ces dinosaures-là, on les trouve dans le sud de la France, depuis le Var,
Les Bouches-du-Rhône, on les trouve un peu dans l'Hérault, on les trouve jusqu'en Ariège, on les trouve à Cruzy, on les trouve à Espéraza, on en trouve un peu partout en Provence et en Languedoc. Donc voilà ce que je voulais vous présenter. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là. Oui. Mais pourquoi on ne les a pas vus les œufs? Pourquoi on n'a pas vu les œufs? Des œufs, il y en a qui sont exposés dans la salle. Donc, si tu veux voir les œufs, ils sont exposés. Là, je n'ai pas parlé trop des œufs, puisque j'avais déjà beaucoup de choses à dire. Mais c'est vrai que la région d'Aix-en-Provence est très connue pour ses œufs de dinosaures. C'est un des endroits au monde où on trouve le plus d'œufs de dinosaures. Il y a même un endroit, la montagne Sainte-Victoire, qui a été préservé pour garder les œufs de dinosaures. Et les œufs de dinosaures qu'on trouve chez nous ont cette taille-là. Ouais, c'est pas les plus gros œufs qui ont été pondus au monde. Hein. Les plus gros œufs pondus au monde, c'est un oiseau, c'est l'Épurnis, qui a fait des œufs qui étaient la forme d'un œuf de poule, mais de cette taille-là. Les œufs de dinosaures, ceux qu'on a chez nous, ça fait partie des plus gros œufs qu'on trouve au monde. Ouais, mais moi j'avais un aquarium que le Père Noël m'a acheté avec des œufs de dinosaures. C'était comme de la poussière. Ah oui, nous, ils sont gros et ils sont en général assez durs. Oui. Souvent, ils sont représentés avec le cou vers le ciel. Mais comment est-ce que fait le sang pour remonter jusqu'à la Terre? Alors, il y a eu beaucoup de représentations de ces dinosaures à long cou. Il y a même eu un moment donné, à la fin du 19e siècle, où on pensait qu'ils étaient tellement gros, donc tellement lourds, qu'ils ne pouvaient pas porter leur propre poids. Donc même à un moment donné, on les a représentés toujours dans l'eau, avec la tête qui sortait comme un périscope. Maintenant, on sait qu'ils se tiennent sur la terre ferme, mais on les représente de moins en moins avec ce long cou qui se redresse. Parce qu'en fait, ils se tiennent plutôt à l'horizontale. Ils ont un long cou et une longue queue. Et en fait, la queue équilibre le cou. C'est comme un pont suspendu. Et donc, quand il va bouger la tête d'un côté, il va plutôt bouger la queue de l'autre. Donc, ils vont pouvoir lever la tête, mais ils ne vont pas lever la tête comme ça. En fait, ils vont lever la tête plutôt comme ça. Et ils ne vont pas lever d'un coup. Parce que s'il lève d'un coup, c'est sûr qu'il va peut-être un peu avoir la tête qui tourne. Donc c'est des dinosaures qui sont très massifs et qui vont se déplacer très lentement et tous leurs mouvements vont être très lents. Mais après, ils ont un cœur qui est adapté, ils devaient avoir un cœur qui était adapté pour qu'ils aient le sang qui puisse monter jusqu'au cerveau. La girafe, elle y arrive très bien. Hein. Une girafe, elle a la tête à 5 mètres en haut du sol, le sang, il y monte jusque là-haut. Donc le dinosaure, il arrivait à avoir le sang qui monte, même s'il avait la tête qui était très en hauteur. Mais il ne faut pas imaginer qu'il avait la tête comme ça. Hein. Ça montait plutôt raide. Oui. Il y avait combien de vertèbres le titanosaure? Beaucoup. On n'a pas de squelette complet chez nous. Je pense qu'on doit tourner entre 40 et 50 vertèbres. Là, c'est un peu une question colle parce que je ne me suis pas amusé à compter, à réviser mon nombre d'os qu'il y avait dans un squelette. Mais je pense que, vu la longueur de la queue, ça doit être entre 40 et 50. Ouais. Il y avait le Tyrannosaurus Rex qu'on a appelé Arcos parce qu'on l'a trouvé près de la rivière d'Arc. Ouais, exactement. On l'a surnommé Arco parce qu'on l'a trouvé dans la vallée de l'Arc, là où donc la vallée qui est à Aix-en-Provence. Donc c'est son surnom, Arco. Pour l'instant, il n'a pas de nom officiel, on l'a surnommé Arco parce qu'effectivement, on l'a trouvé au bord de l'Arc. Ouais. Il y a combien d'os dans un dinosaure? Il y en a plusieurs centaines. Sur le rhabdodon, je crois qu'on en était, je crois, aux alentours de 200 ou 250 os. Ça fait quand même beaucoup à remonter. Oui. Pourquoi on n'a pas vu les autres reptiles volants? Parce que là, j'ai présenté que ceux qu'on a trouvés dans la région. Parce que là, s'il avait fallu que je parle de tous les reptiles volants et de tous les dinosaures qu'on connaît, là, c'était plus que la nuit qu'il fallait y passer. Et ça dépassait mes connaissances. Là, nous, les seules choses, là, je vous ai présenté que ce qu'on trouve en France, enfin, à une certaine période, entre 65 et 80 millions d'années. Donc c'est pour ça que je vous ai présenté que celui-là de reptiles volants. Oui. Sur le parcours, là, Ouais. est-ce que c'est plus un chasseur ou un charognard?
Alors là, il y a toujours discussion. Parce que bon, entre spécialistes, souvent, il y a des discussions. Certains pensent qu'ils pouvaient chasser, mais là, c'est pas sur ces éléments-là de squelette qu'on va pouvoir trancher. Pour chasser, il faut être en général assez vif et agile. Donc là, les vélociraptors ou les varíraptors, il n'y a pas de problème, ils chassent. Après, sur les gros carnivores, il y a plus polémique. Alors on sait sur certains gros carnivores, notamment comme le T-Rex, qui pouvaient avoir une bonne pointe de vitesse, mais pas sur une longue distance. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils chopent la proie très vite, s'ils veulent chasser. Autrement, ils ont des mâchoires qui sont énormes, très puissantes, des dents qui sont très, très robustes. Donc eux, c'est sûr qu'ils peuvent vous broyer des os sans aucun problème. Donc manger une charogne, pour eux, c'est très facile. Alors, c'est pour ça que je pense vraisemblablement ils étaient charognards, parce qu'ils sont franchement équipés pour manger des cadavres. Mais si jamais il y a une proie qui est facile, qui passe à portée de main, ils ne vont pas se gêner. Donc je pense que c'est plutôt des charognards, chasseurs occasionnels, si jamais il y a une proie facile, malade ou un jeune qui peuvent tuer facilement. Oui. Ça court vite, les dinosaures? Ça dépend des dinosaures. Le gros dinosaure à long cou, eux, ils couraient pas vite, parce qu'ils étaient très lourds. Et par contre, le rhabdodon ou le petit dinosaure carnivore, eux, ils devaient pouvoir courir très très vite. Ouais. Je crois qu'il y a certains dinosaures où la femelle est plus grosse que le mâle. Alors oui, ça on peut le savoir quand on a beaucoup de squelettes qui viennent du même endroit et où on peut faire la différence entre les mâles et les femelles. Là, nous en France, on n'a pas assez de squelettes. On a déjà du mal à trouver des squelettes complets. On n'a aucun squelette complet en France. Et donc, on n'a pas assez de squelettes pour pouvoir voir si on a une différence entre les mâles et les femelles. En plus, déjà, quand on trouvera un squelette complet, pour savoir si c'est un mâle ou une femelle, déjà, on ne saura pas si c'est le mâle ou la femelle. Donc, tout ce qu'on peut voir, c'est qu'il peut y avoir un dimorphisme, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre les mâles et les femelles. Mais après, savoir quel est le mâle et quelle est la femelle, souvent, c'est pas facile. Enfin, nous, sur nos dinosaures à nous, on ne peut pas le voir. J'espère un jour qu'on aura assez de squelettes pour pouvoir le dire, mais pour l'instant, on ne le sait pas. Ouais. L'oviraptor, on pense qu'il mange des œufs, mais il en mange ou pas? Ah, alors l'oviraptor, bon, on ne le trouve pas chez nous, hein, il faut aller le chercher en Mongolie ou en Chine. Alors, c'est vrai que les noms qu'on leur donne, souvent, ça veut dire quelque chose. Oviraptor, ça veut dire voleur d'œufs. On lui a donné ce nom-là parce que quand la première fois qu'on a trouvé ses ossements, donc on a vu que c'était un carnivore, on a trouvé ses ossements à l'endroit où on trouvait des œufs. Donc évidemment, carnivore, l'association facile, il est méchant. Et comment on trouve un carnivore méchant, donc au milieu des œufs, c'est le méchant carnivore qui vient manger les œufs des autres. Mais bien des années plus tard, on a trouvé un squelette d'oviraptor qui était couché sur les œufs. C'était un squelette d'un oviraptor qui est mort en train de couver ses œufs. Donc en fait, ce n'était pas un méchant carnivore qui venait manger les œufs des autres, c'était un gentil dinosaure qui s'occupait bien de ses œufs et qui se couchait dessus pour les couver. Maintenant, une fois qu'on donne un nom, on ne peut plus le changer, donc il gardera toujours son nom d'oviraptor. Maintenant, c'est un carnivore, donc même s'il ne mangeait pas ses propres œufs, c'est possible que s'il avait l'occasion, il aille manger les œufs des autres. Mais on n'a aucune preuve qu'il mangeait les œufs des autres. On lui a donné ce nom-là parce que la première fois qu'on a trouvé ses os, c'était au milieu des œufs. Bon, il s'est avéré que c'était les siens. Mais ça, on ne le savait pas à l'époque. Mais on n'a pas de preuve que c'était lui qui mangeait, enfin que lui, il mangeait plus des œufs qu'autre chose. Ouais. Combien les reptiles volants savent voler à combien de kilomètres? Ça pouvait, je pense, voler très très loin. Et il y a certains reptiles volants qui, quand ils déplient les ailes, ils font plus de 10 mètres. Donc je pense que ça doit faire à peu près la largeur de cette salle. Donc c'est la taille d'un petit avion. Donc ça devait pouvoir planer et voler, je pense, relativement loin. Ouais. Et les dinosaures, ça mange quoi? Les dinosaures.
Ben, ça dépend des dinosaures. Il y a des dinosaures qui mangent des herbes, des dinosaures qui mangent des feuilles, des dinosaures qui mangent de la viande. Ça dépend des dinosaures. Il y a beaucoup de dinosaures différents. Donc, suivant les dinosaures, ils mangent des choses complètement différentes. Moi, je vais demander à ceux qui n'ont pas encore parlé. Ouais. C'est quoi la différence entre le Tyrannosaure Rex et le Tyrannosaure? C'est le même. Non, enfin, oui. Le tyrannosaure, en fait, il n'y a qu'une seule espèce. Normalement, dans la systématique, quand on classe les animaux, on lui donne un nom de genre, tyrannosaure, et on lui donne un nom d'espèce, Rex. Tyrannosaure, ça veut dire le lézard tyran, et Rex, ça veut dire le roi. Donc en gros, ça veut dire le roi des lézards tyrans. Mais il s'avère que dans ce genre-là, on n'a qu'une seule espèce. Donc quand on dit tyrannosaure ou quand on dit tyrannosaure Rex, c'est le seul. Enfin, on ne peut pas se mélanger parce que c'est le seul. Maintenant, il y a des dinosaures où, pour un même genre, il y a plusieurs espèces. Mais souvent, les spécialistes des dinosaures, en général, ils font un genre, une espèce. Voilà. Oui. Combien de dents dans un dinosaure? Combien de dents? Ben là, pareil, ça dépend des dinosaures. Hein. Chez les rhabdodons, j'essaye de mémoire de compter ce que je vois sur les mâchoires. Puis ça dépend parce que quand ils sont jeunes, ils ont moins de dents que quand ils sont adultes. Mais je pense, donc ils ont un bec devant, donc déjà ça enlève toutes nos incisives et nos canines. Ils doivent en avoir, je pense, 6. Donc aux alentours de 24, puisqu'il y en a tant de chaque côté. Par contre, je pense que chez les carnivores, il y en a beaucoup plus. Mais pareil, ça dépend des dinosaures. Oui. En fait, l'endroit où vous faites vos fouilles, c'est des endroits bien spécifiques, mais comment est-ce que vous arrivez à savoir qu'à cet endroit-là, par exemple, vous aurez un squelette à chaque fois? C'est pas dans chaque couche? Ça marche pas à chaque fois. Il y a eu beaucoup de fois où on y va et on trouve rien. Non, en fait, on va fouiller déjà dans des terrains, comme je l'ai dit au début, qui ont l'âge des dinosaures. Comme ça, on a déjà plus de chances. Ensuite, on va chercher des terrains où on a des chances que ça se fossilise. C'est-à-dire que le secret du fossile, c'est qu'il faut que l'animal, quand il meurt, soit recouvert très vite. Et l'endroit où il est recouvert le plus vite, c'est en général un bord de rivière, c'est dans un marécage, un endroit où il y a très souvent de la boue qui arrive, où il y a du sable qui arrive et qui va recouvrir les fossiles. Si on a un dinosaure, un dinosaure par exemple, qui meurt sur une colline, on n'a quasiment aucune chance qu'il se fossilise. Parce qu'il va être détruit, il va être mangé, il va être détruit par les intempéries, on n'a aucune chance. Par contre, si le même dinosaure meurt au bord d'une rivière ou dans la rivière, là on a des chances qu'il se fossilise. Donc nous, on va chercher les roches qui se forment dans ces environnements-là. Donc on va chercher des roches, notamment du sable, qui se forment dans les rivières. On va chercher dans des argiles qui se forment dans des marécages ou qui se forment au bord des fleuves. Donc nous, on va chercher des roches qui se forment dans les environnements où on peut en trouver, aux âges où on peut en trouver. Et puis des fois, on ne trouve pas. Donc il y a eu des campagnes de fouilles où pendant une semaine, on fait du marteau-piqueur et on ne trouve rien. Alors que quand on était passé en prospection, le caillou nous disait « il y a des chances pour qu'on trouve quelque chose ». Mais au final, on a eu beau chercher, on n'a rien trouvé. Aussi bien, il y avait un squelette complet 3 mètres à côté, parce que là, la chance, elle joue pour beaucoup. Mais comme on ne peut pas tout casser et tout ouvrir, il y a aussi une part de chance. Ouais. Mais après, on peut analyser les œufs sur lesquels l'ovirator était couché, les œufs là où il était prêt, peut-être que les œufs qu'on a trouvés là où il était prêt, c'était des œufs d'oviraptor. On a pu les déterminer, c'était de l'oviraptor. Alors, bon, j'ai dit, on ne meurt pas forcément avec ce qu'on a mangé juste à côté. Donc, en général, on ne meurt pas là. Enfin, il y a très peu de chances, statistiquement, que les œufs qu'on va trouver à côté du squelette, ce soit lui qui les ait mangés quelques heures avant. Il en pouvait combien? Pardon? Il Combien? J'essaye de me compter aussi sur la ponte qu'on a au musée. Je pense qu'il doit y en avoir une bonne dizaine. Donc on a des dinosaures qui couvent leurs œufs, donc comme l'oviraptor, qui étaient des dinosaures carnivores qui avaient des plumes, donc eux ils se comportaient comme des oiseaux.
Les gros œufs qu'on a chez nous, donc eux, ils sont pondus par les titanosaures, donc ces gros herbivores. Eux, ils ne se couchaient pas dessus, évidemment, parce qu'un dinosaure d'une dizaine de tonnes, il ne va pas couver ses œufs. Par contre, les œufs, ils construisaient un gros tas de terre et de feuilles, et ils pondaient les œufs à l'intérieur, et c'est les feuilles en pourrissant qui fermentaient et qui apportaient la chaleur nécessaire à l'incubation des œufs. Et là, pareil, nous, sur les œufs qu'on a trouvés en centre-ville, puisqu'on a plus d'1 millier d'œufs, c'est pas facile de savoir le nombre d'œufs qu'il y avait par nid. Parce que dans ce mode de nidification, cette façon de faire les nids, c'est un tel boulot de faire le tas qu'on voit chez les animaux, notamment les oiseaux qui procèdent de la même façon, c'est qu'ils réutilisent d'une année sur l'autre le même tas. Donc on peut très bien trouver des œufs à côté, mais qui ne sont pas de la même couvée. Donc nous, quand on a les statistiques qu'on a fait sur les milliers d'œufs qu'on a trouvés en centre-ville à Aix, entre 2000 et 2004, on a des paquets d'œufs où on a de 2 à 4 œufs. Donc ça, c'est la ponte minimale. On a un paquet où on a 10-12 œufs. Ça, on a plusieurs pontes à 10-12 œufs. Puis après, on a des paquets où on a 20-30 œufs. Alors là, on sait que c'est des accumulations de différents nids au même endroit. Mais pas forcément contemporains. Ouais. Comment on sait que le terrain a l'âge des dinosaures là? Alors là, c'est un problème c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Parce que quand on se pose la question comment on date un terrain, ben souvent on date un terrain en fonction des fossiles qu'on trouve dedans. Donc c'est un peu compliqué, mais on peut trouver des petits fossiles qui datent. Alors bon, quand on trouve du dinosaure, ça va, on date, c'est la fin du Crétacé. Mais souvent, les fossiles, les meilleurs marqueurs qui nous donnent un bon âge, ce sont des petits fossiles. Des fois, il y a des gastéropodes, des petits escargots, qui sont des très bons marqueurs de temps, parce qu'il y a certaines espèces qui évoluent très rapidement. Il y a d'autres petits animaux encore plus petits, c'est des espèces de petits crustacés qui sont tout petits, il faut les regarder au microscope pour les voir, et eux aussi sont de très bons marqueurs. Donc souvent, c'est les fossiles, des tout petits fossiles qu'on va trouver dans les roches, qui nous donnent l'indication de l'âge. Donc, mais souvent, il faut quand même aller chercher assez loin dans les fossiles pour arriver à dater les terrains. Ouais. Comment sait-on de quelle couleur était tel ou tel dinosaure? La couleur des dinosaures, on n'en sait rien. Il y a quand même des choses qu'il ne faut pas qu'on sache quand même. Ah ben ça, moi, au muséum, quand j'ai des gamins, quand je fais visiter, je leur dis, quand vous dessinez un dinosaure, éclatez-vous, vous pouvez faire ce que vous voulez. Non, alors, on connaît la texture de la peau. On sait s'ils ont des écailles ou s'ils ont des plumes. Parce qu'on a retrouvé des empreintes de peau. On imagine quand un dinosaure meurt, s'il tombe dans une grosse flaque de boue, la peau va laisser son empreinte dans la boue va sécher, va se transformer en roche, et donc au final, on va retrouver une empreinte de peau avec un squelette dessus. Donc on sait ce squelette, on le détermine, on sait ce dinosaure-là, il a tel type de peau. Après, la couleur, c'est pas en relief, ça se fossilise pas. Donc là, on peut tout imaginer. Aujourd'hui, dans la nature, vous avez des animaux qui ont une couleur unie, vous avez des animaux à rayures, comme le zèbre, des animaux qui font des figures géométriques comme la girafe, des animaux qui font des carrés. Prenez certains serpents, les pitons, ça dessine des carrés. Donc vous pouvez très bien dessiner un dinosaure à rayures ou à carreaux, vous avez le droit. Toutes les couleurs existent, vous avez du jaune, du bleu, du vert, tout existe dans la nature, donc on peut s'éclater. Les dinosaures n'ont pas disparu, contrairement à ce qu'on pense. Les oiseaux sont des dinosaures. Donc quand on regarde la variété de couleurs qu'on peut trouver chez les oiseaux, on peut faire la même chose chez les dinosaures. Voilà. Donc ça fait partie des trucs. Enfin, pour l'instant, je dis on ne saura jamais. Dans quelques années, il y aura bien un farfelu qui trouvera le truc pour trouver la couleur des dinosaures. Il y a 20 ans en arrière, on jurait qu'on ne saurait jamais la température corporelle des dinosaures. Et il y a un collègue à Lyon qui a pu prouver que les dinosaures avaient un sang chaud aux alentours de 28 degrés. Donc on se dit toujours ça on ne saura jamais, puis au final il y a toujours un farfelu qui trouve le petit détail qui permet de le savoir. Donc peut-être qu'un jour on connaîtra la couleur des dinosaures, mais pour l'instant on peut tout imaginer. Donc on peut se faire plaisir. Ouais. Mais les gros dinosaures carnivores, c'était pas un problème pour eux de manger si par exemple ils voyaient un groupe de titanosaures qui ne pouvaient pas s'enfuir facilement, ils pouvaient les prendre très rapidement.
Ouais, sauf que le titanosaure, il va pas se laisser manger comme ça, hein. D'abord, le titanosaure, il est gros, donc il en impose. Pas d'après les squelettes qu'on a chez nous, parce qu'ils sont trop incomplets, mais on sait que les diplodocus, même s'ils ne vont pas marcher debout, ils sont capables de se dresser sur leurs pattes de derrière. Donc t'imagines une bestiole qui fait 18 mètres de long, donc t'imagines une bête qui est plus grande que la longueur de cette pièce-là, qui se met debout sur ses pattes de derrière. Ben déjà, tu la regardes, la tête, elle est très haut, hein. S'il se laisse retomber, c'est des tonnes et des tonnes qu'il met en mouvement. Donc ça fait du mouvement. Et les titanosaures, comme les diplodocus, ils avaient une queue qui était très longue, très fine, et qu'ils pouvaient utiliser comme un fouet. Donc même s'ils sont lourds, même s'ils sont massifs, on ne va pas les embêter. L'éléphant, personne ne va l'embêter, hein. Pourtant, il n'est pas très rapide, mais on ne va pas l'embêter. Parce qu'il est gros, parce qu'il est... Si tu marches sur les pieds, il t'écrase, donc on ne va pas l'embêter, l'éléphant. Ben, les titanosaures, c'était la même chose. Oui. Est-ce que vous avez... Des études ont été faites sur la gravité de la Terre. Est-ce que les dinosaures ne pouvaient pas être légèrement moins gênés par la pesanteur de la Terre à cette époque-là? Est-ce que la pesanteur de la Terre a bougé? Non, la pesanteur n'a pas bougé. Ils avaient les masses musculaires adaptées à leur masse. Alors, ils ont des os très creux pour alléger déjà au maximum leur squelette, notamment au niveau des vertèbres. Les vertèbres sont très creuses. Présentent beaucoup de trous à l'intérieur. Ça fait beaucoup de voûtes et de piliers, histoire que ça soit solide, mais c'est très léger. Enfin, c'est très léger, ça reste de l'os, hein, quand même quelques centaines de kilos de squelette, mais c'est comparativement à nos os à nous, c'est des os qui sont relativement légers. Puis après, ben, ils ont une musculature qui est conséquente, hein. Non, ça, ils arrivent à se tenir debout sans aucun problème, hein, même à marcher. Ouais. Juste par rapport aux mammifères que vous avez trouvés dans la région, c'était trouvé quoi Donc c'est un... Donc on n'a pas beaucoup de restes encore, pour le comparer à d'autres. Là, l'article n'est pas encore sorti, mais c'est une petit mammifère qui était grand comme ça. Mais c'est d'une famille qui n'a plus aucun représentant actuel. Donc c'est pas facile de le comparer avec ce qui existe aujourd'hui, sauf que bon, ça avait la taille d'un gros rongeur. Voilà, c'était un gros rat ou un petit chat, enfin, c'était un truc qui était de cette taille-là. Mais comme on n'a pas de représentant actuel de cette famille, ben, c'est pas facile de vous dire à quoi il ressemblait précisément. Oui. Oui, dans vos recherches, vous n'employez jamais le géoradar, ça ne vous aide pas? Non. Ça éviterait de creuser trop. Ouais, on n'a pas les roches qui s'y prêtent. Parce que ce genre de choses fait appel à des différentes densités dans les roches. Mais nous, on est dans des roches qui sont extrêmement hétérogènes, puisqu'on est dans des sables, on est dans des grès, où, suivant la taille des grains de sable, vous allez avoir des densités différentes. Et puis au niveau de notre banc, il suffit qu'une crue ait apporté et déposé un petit lit d'argile, ça va répondre différemment. Donc, bon, sur certains terrains, ça peut être utilisable, pas sur les nôtres. Puis bon, de toute façon, rien ne vaut donner un bon coup et puis regarder s'il y a quelque chose ou pas, quoi. Ça gâcherait un peu le plaisir. Une partie du plaisir, c'est quand même d'aller chercher. Alors, s'il y a une méthode qui nous dit là, ça ne sert à rien d'aller chercher là, bon, ça gâche un peu le plaisir. Même pour les couches superficielles, avec la sismique, c'est pas assez précis pour voir. Ouais, on n'aura pas assez précis. Parce que là, vous pouvez avoir des os qui peuvent être très fragmentés. Donc des os très fragmentés, faire la différence entre un os fragmenté avec un caillou à côté, on ne la fera pas. Non, il faut vraiment faut y mettre les mains, quoi. C'est plus rigolo. Oui. Combien un dinosaure ça peut vivre? Ah, combien ça peut vivre? Alors, les dinosaures font partie du groupe des reptiles. Donc, comme les tortues, les crocodiles, qui ont déjà une bonne longévité, hein. Les tortues, ça peut vivre plus de 100 ans. Donc les reptiles, déjà, c'est des animaux qui vivent longtemps. Les oiseaux aussi, comparativement, vu leur taille, ils peuvent vivre relativement longtemps. Après, classiquement, dans la nature, les animaux les plus gros vivent plus longtemps. Donc eux, s'ils sont reptiles et qu'ils sont gros, on peut se dire qu'ils devaient
vivre entre 80 et 100 ans, voire plus, je ne pense pas que ce soit une aberration. Donc c'est des animaux qui, je pense, devaient vivre, enfin au moins pour les plus gros, devaient vivre assez longtemps. Entre 80 ou 100 ans. Mais ça, c'est pas facile à voir. C'est très difficile d'estimer un âge de ces animaux parce qu'ils ont une croissance continue, donc l'os se renouvelle en permanence. Donc on peut reconnaître un os de jeune, parce que la structure de l'os, quand on le regarde au microscope, est particulière, parce qu'il grandit très très vite. Mais après, chez l'adulte, il va continuer à grandir, mais beaucoup plus lentement, et l'os va se renouveler, donc c'est pas facile d'arriver à voir l'âge d'un dinosaure. Mais je pense qu'il vivait assez vieux. Ouais. Dans quel pays les dinosaures sont les plus forts? Ah, les plus forts, il n'y a pas un pays où ils sont les plus forts. Je veux dire, chaque pays a ses propres dinosaures qui sont bien adaptés entre eux, entre les herbivores, les carnivores. Ils sont bien équilibrés, chacun dans leur pays. On ne peut pas dire qu'il y a un pays où il y a des dinosaures qui sont les plus forts. C'est-à-dire que les endroits où il y a les dinosaures, comme le T-Rex ou le Spinosaure, qui sont quand même des dinosaures assez féroces, ils avaient quand même, c'était des endroits où il y avait beaucoup de dinosaures, donc ils avaient le choix. Nous, en Provence, on n'avait pas énormément de dinosaures, ils n'étaient pas très gros, donc les nôtres, ils sont plus petits. Donc, savoir comment on tranche entre les plus forts, on ne peut pas les faire se battre entre eux, donc on ne peut pas trancher. Ils étaient chacun adaptés à leur pays. Ouais. Mais quand on pense qu'un humain peut vivre jusqu'à 100 ans, c'est difficile d'imaginer combien pourrait vivre un très gros... Oui, c'est ça. C'est là où on a des problèmes. Mais c'est pour ça que je pense que les mammifères, ils ont une bonne longévité aussi. Hein. Mais c'est pour ça que je pense que les dinosaures devaient vivre bien entre 80 et 100 ans, voire peut-être encore plus. Mais ça, c'était quand même il y a très longtemps, il y a plus de 65 millions d'années, donc on ne peut pas avoir autant d'informations que ce qu'on voudrait bien récupérer, parce que ça se perd. L'information se perd. Oui. Quand on retrouve les dinosaures qui les reconstituent, ils ont la gueule ouverte, ou fermée, ou les deux. Après, nous, quand on les trouve, j'en ai jamais trouvé avec la gueule complète, donc je ne peux pas te dire s'ils avaient la gueule ouverte ou la gueule fermée, mais ça dépend dans quelle position ils se trouvent quand ils meurent. Alors souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils ont la gueule ouverte, effectivement, parce que quand l'animal meurt, il y a les muscles et les tendons qui vont se tirer, se raidir, et souvent, ça leur fait ouvrir la gueule. Donc on a beaucoup de dinosaures, notamment les carnivores, quand on les trouve fossilisés, dans les endroits en Mongolie ou aux États-Unis où ils en ont des complets, où la gueule est ouverte, parce que les muscles tirent, quand l'animal meurt, les muscles se raidissent, et donc leur mettent la gueule ouverte. Après, nous, on les représente comme on veut. Hein. Si on veut les représenter avec la bouche fermée ou la bouche ouverte, ça, c'est nous qui choisissons. Ouais. Ouais. Alors, les morceaux qu'on a trouvés, de mémoire, je pense qu'on l'estime à 3-4 mètres. D'après le morceau d'humérus qu'on a trouvé, qui est gros comme ça, ça nous permet d'estimer que cet animal-là faisait entre 3 et 4 mètres d'envergure. Là, c'est pour ça qu'on a beaucoup profité de l'autoroute, parce que là, c'est la société Escota, la société d'autoroute, qui nous a financé, alors qu'ils n'étaient pas obligés, parce que la réglementation n'est pas du tout la même en paléontologie qu'en archéologie. En archéologie, dès l'instant qu'il y a des travaux, qu'il y a un aménagement routier ou urbain qui se fait, il y a l'obligation par l'aménageur de financer des fouilles archéologiques. On n'a absolument pas la même réglementation pour la paléontologie. Donc là, si la société d'Escota avait dit aux dinosaures, ils ne m'intéressent pas, je ne suis pas obligé de vous payer, ils avaient le droit. Ils ont joué le jeu et ils ont financé les fouilles, et même ils ont été au-delà, puisque même après les travaux d'élargissement, on a continué à fouiller, puis là on a un autre programme de fouilles sur une autre autoroute, tout simplement parce qu'ils s'y retrouvent en termes d'image. On a fait des expositions dans les différents districts autoroutiers. Escota a été racheté par le groupe Vinci.
Donc on a fait des expositions au siège du groupe Vinci. Il y a une exposition, si vous prenez l'autoroute en direction de Nice, il y a l'aire d'autoroute entre Saint-Maximin et Barjol qui s'appelle les Terrasses de Provence, où dans la station Total, on a aménagé une pièce de 50 mètres carrés où on a présenté certains moulages de fossiles. Donc eux, ils s'y retrouvent en termes d'image. Mais bon, ils ont joué le jeu. Voilà. Ah oui, s'ils n'avaient pas payé, on n'aurait jamais pu se payer le tractopelle, pelle mécanique, ni recruter le personnel qu'il fallait pour ça. Alors depuis, on apprend, c'est-à-dire qu'avant, on louait la pelle mécanique avec le pelliste. Maintenant, nous, on a appris à conduire tractopelle et mini-pelle, donc on n'a plus que l'engin à louer, donc on arrive à faire des économies. Mais on n'a pas de financement propre. Alors, parce que nous, on est musée. Donc un musée, c'est d'avoir des salles d'exposition, c'est gérer les animations, c'est gérer les collections. On n'a pas, nous, vocation à faire de la recherche. Il se trouve qu'à Aix, on a les gisements qui s'y prêtent, donc on essaye d'y arriver. Alors on fait des demandes de subventions au niveau du ministère de la Recherche, notre ministère de tutelle. Et puis ensuite, ponctuellement, suivant l'endroit où on fouille, eh bien, on se fait aider. Donc il y a eu la société Escota. On s'est fait aider par le Grand Site Sainte-Victoire sur certains gisements qui les intéressaient. Donc on essaye ponctuellement de récupérer des sous. On pourrait faire des demandes de mécénat pour faire ces fouilles-là. Allez, la dernière, là, parce que le petit garçon, il lève la Allez, main. une dernière, vas-y. Vous avez trouvé combien d'os à l'endroit de la photo? Combien on a trouvé d'os à cet endroit-là? C'est rude ça comme question. À cet endroit-là, sur ce gisement-là, c'est quand on a trouvé le deuxième squelette de rhabdodon de mémoire. Alors oui, mais le squelette comporte une centaine d'os. Après, en dessous, il y avait un crocodile où il y en a une trentaine. Plus ceux qui sont un peu éparpillés à droite à gauche, je dirais que sur cette campagne-là, on a à peu près 200 os. À la louche. Hein. Voilà. Mais bon, je ne m'amuse pas à compter tous les os qu'on trouve. Hein. On vous remercie. Merci beaucoup. Indiquez-nous où se trouve votre musée, parce que là, il y a des gens intéressés. Voilà. Oui, j'ai oublié, je voulais prendre des prospectus, je les ai oubliés. Donc, c'est le Muséum d'histoire naturelle à Aix-en-Provence, 6 rue Esparia, donc c'est en plein centre-ville. C'est une rue parallèle au cours Mirabeau, à 2 pas du palais de justice, entre donc, le palais de justice et la rotonde. C'est un vieil hôtel particulier où je vous présente la plupart, enfin, tous les dinosaures que je vous ai présentés, et donc pas mal de fossiles et de moulages de ces animaux avec leur reconstitution. Donc 6 rue Esparia, en plein centre-ville d'Aix. Merci Voilà. beaucoup.